Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout le monde a un avis sur le conflit israélo-arabe. Chacun s'est fait une idée de son histoire. Et on pense généralement bien que ce conflit a démarré tout naturellement lors de la création de l'État en 1948, qui serait donc le déclencheur en quelque sorte de ce conflit. Et voilà un livre qu'on vous présente aujourd'hui sur Academ, un livre court puisqu'il s'agit d'un que sais-je, qui revient sur les origines du conflit israélo-arabe et dont la lecture va nous donner une toute autre vision de celle que l'on a a priori en général. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Antoine Mercier. Alors, vous publiez dans la célèbre collection Que sais-je une histoire donc des origines du conflit israélo-arabe de 1870 à 1950. Bon, avant d'entrer plus avant dans le livre, il faut quand même dire un mot de ces deux dates. La date de démarrage de votre travail, 1870, et la date de fin. Ça peut surprendre, 1870, parce que généralement, on fait remonter le conflit à la première aliyah sioniste, c'est-à-dire 1882. Et si je prends cette date de 1870, 1860, 70 environ, c'est pour une raison essentielle. C'est parce que c'est à partir de ces années-là, milieu du 19e siècle, que naît à l'intérieur de la vieille communauté juive séfarade de Palestine un véritable renouveau hébraïque qui va devenir une sorte d'embryon d'un renouveau national. Et à partir de là, avec un certain nombre d'institutions qui commencent à se mettre en place, ou un certain nombre de journaux, par exemple, la presse hébraïque n'a pas commencé avec la diaspora, la presse hébraïque a commencé en Palestine même, avec à Levanon en 1863 et à Avatzelet, le lys en hébreu, en 1870. L'association de la langue, le comité de la langue hébraïque a été fondé en 1890, 7 ans avant le premier congrès sioniste. C'est-à-dire que c'est de la Palestine même que naît l'embryon d'un mouvement national que les sionistes de l'extérieur vont rejoindre avec la première et surtout avec la deuxième aliyah à partir de 1904. C'est comme s'il y avait un mouvement général, comme ça s'est produit en Europe, et qui s'est produit pour les nationalités en général. C'est un mouvement général des nationalités, vous avez raison de le dire, et qui se rattache évidemment à 1848, au Printemps des peuples, et qui fait qu'on assiste dans cette Palestine ottomane, à l'époque c'est la propriété de l'Empire ottoman, à la naissance avec les Juifs d'une nouvelle question nationale, comme il y a la question kurde, la question arménienne, la question grecque, etc. Et alors pourquoi 1950 ? Bon, tout simplement parce que c'est la première guerre israélo-arabe après la guerre israélo-palestinienne. Pourquoi ne pas l'avoir arrêté aux accords d'armistice de 1949 ? Parce qu'il faut inclure les conséquences de cette guerre, c'est-à-dire ce que les Palestiniens appellent la Nakba, qui est à la fois l'exode d'une partie de leur population et en même temps la création de l'État d'Israël et la mise en place des structures de l'ONU, en particulier l'UNRWA, qui vont prendre en charge la grande majorité de ces réfugiés palestiniens. 1870-1950. Voilà. Vous nous proposez un récit factuel et tout à fait aussi saisissant, bien que factuel, j'allais dire, mais parce que factuel aussi, de ces 80 ans d'histoire qui nous permettent de voir vraiment les choses dans leur continuité. Vous dites en conclusion, le conflit met face à face deux aspirations nationales, deux légitimités ancrées dans des temporalités différentes, mais qui revendiquent un même espace. On voit donc, à partir de ce que vous avez dit, de cette naissance du nationalisme, on va dire, avant même les aliotes qui sont déroulées au cours du temps, on voit donc qu'il y avait déjà cette aspiration nationale à l'intérieur de la Palestine, ce qui fait que, de façon générale, l'idée de penser qu'on a affaire à un conflit de type colonial, finalement, est obsolète, enfin ne fonctionne plus quand on regarde cette histoire à l'origine. Oui, c'est évidemment un schéma qui a été longtemps mis en avant, une création coloniale, le dernier surgent colonialiste de l'Occident, alors qu'en réalité, on a affaire à un mouvement national qui naît de la Palestine même, de cette vieille communauté juive qui n'a jamais cessé d'exister en Palestine, par le biais de l'hébreu. Pourquoi ? Parce que l'hébreu est le vecteur commun de tous les juifs, quels qu'ils soient dans le monde, et parce que l'hébreu c'est le langage de la Bible, et parce que la Bible est l'ossature même de ce peuple. Donc finalement, la colonne vertébrale de ce peuple, c'est à la fois la Bible et à la fois l'hébreu, c'est-à-dire la langue de la Bible. C'est donc de là que vient le renouveau national, et ça n'a rien de colonial sur ce plan-là, parce que si on prend les différentes aliotes, ces immigrants qui arrivent en terre de Palestine, c'est comme ça qu'on finit par l'appeler. Certes, ils ne parlent pas hébreu, mais ces immigrants-là se sentent une attache profonde avec cette terre-là. Ils sont habités par cette terre, alors que dans un schéma colonial classique,
rien ne relie culturellement le français à la terre d'Algérie sur laquelle il va débarquer, où il va installer sa colonie. De la même façon, les Portugais au Mozambique, et vous pouvez comme ça multiplier les exemples. Ici, on a un lien charnel, un lien identitaire très fort. Et troisième point, là on entre dans les détails de l'histoire du sionisme, le schéma colonial aurait été, si vous voulez, l'achat de terres et l'exploitation de la main-d'œuvre arabe par des propriétaires juifs. C'était le schéma qui a été pris par la première Aliyah, et la deuxième Aliyah à partir de 1904, celle qui va faire les bases, qui va jeter les bases de l'État d'Israël, celle des Ben Gurion, des Katznelson, des Brenner et des autres, elle rompt avec ce schéma colonial et elle décide de cultiver elle-même la terre. Et c'est ce qui va donner la création du premier kibbutz en 1913 et l'ébauche d'un véritable mouvement national ancré sur cette terre-là. Alors ça fait donc deux sociétés finalement qui vont apparaître aussi finalement presque ensemble, on va dire, qui ne vivent pas ni dans la même culture, ni dans la même temporalité. Ça c'est tout à fait fondamental. Oui, c'est fondamental. Comment ce conflit fonctionne, je veux dire le carburant de ce conflit, si je puis dire. Quelles sont les différences entre ces sociétés? C'est un véritable gouffre, vous avez raison de le dire, deux sociétés différentes. On a affaire avec la société palestinienne, qui ne s'appelle d'ailleurs pas la société palestinienne, eux-mêmes se dénomment comme Syriens. Ils s'appellent les Syriens du Sud. Quand on leur demande de préciser de quelle Syrie s'agit-il, ils parlent de Souria al-Janoubiya en arabe, la Syrie du Sud. Palestine, ça date de quand alors, Palestine? La Palestine, en fait, c'est un concept, vous savez très bien, qui date de l'époque romaine, Bar Korba, après la révolte de Bar Korba. Les Romains imposent le nom de Palestine pour déjudaïser la province. Et en réalité, ce nom de Palestine ne sera utilisé que par les Occidentaux. Les Occidentaux inventent la Palestine comme ils vont inventer la Terre Sainte, mais les Juifs parlent d'Eretz Israël, et les Arabes, eux, parlent de Souria, la Syrie. La Syrie qui comprend quel territoire? Le Liban actuel, la Syrie actuelle, l'État d'Israël actuel, la Jordanie actuelle et les territoires palestiniens actuels. C'est un vaste ensemble. Donc, on ne distingue pas la Palestine de cet ensemble-là. Bon. Cette société, appelons-la palestinienne par commodité, cette société palestinienne est une société rurale qui est une société très archaïque sur son mode de fonctionnement, au sens où l'agriculture est très retardataire. C'est une société surtout clanique, qui ne répond pas du tout aux normes d'une société occidentale. C'est une société verticale qui fonctionne par appartenance à la famille, au village, au clan, et ensuite non pas à la nation ou à la patrie. Ce sont des notions qui ne veulent rien dire, mais qui relèvent de ce qu'on appelle en islam la Oumma, la communauté des croyants. Alors on va me dire, mais il y a des Arabes chrétiens, oui, mais l'immense majorité de la population palestinienne, 88 à 90%, est musulmane sunnite. Donc c'est une société clanique, très traditionnaliste, qui n'a rien à voir avec la modernité des Lumières, qui est totalement étrangère au monde occidental. Et de l'autre côté, vous avez une société qui va être nourrie par ces apports, ces aliotes différentes venues pour l'essentiel d'Europe, qui est une société moderne, occidentale, de plus en plus technicisée, avec une technologie de plus en plus avancée, et on a affaire au fil des années, surtout dans les années 30 et 40, à l'affrontement entre une société très traditionnelle, très archaïque sur le fond, et dont les mentalités relèvent très largement de schémas de pensée très anciens, face à une société moderne qui raisonne selon des schémas de pensée des Lumières. C'est cet affrontement-là qui va faire la victoire de l'État d'Israël en 1948. Et c'est pour ça aussi qu'on a pu y voir un conflit colonial, parce qu'il y avait ces données-là. Vous avez tout à fait raison. C'est cet affrontement-là qui a donné l'impression d'un affrontement colonial, alors qu'en réalité, il s'agit d'un affrontement d'une autre nature. Peut-être souligner le mot de temporalité aussi, différence de temporalité. C'est-à-dire que les deux sociétés ne vivent pas dans la même histoire. Pas du tout. Ouais. La temporalité du côté arabo-musulman, sur le fond, elle n'existe pas. C'est-à-dire que ce qui a été est, et ce qui est sera. Bon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, à savoir que le temps, c'est la durée, et que la durée modifie profondément l'ordre du monde. Dans la société juive, qui est largement façonnée par l'Occident, n'oubliez pas la fameuse formule de Blumenfeld, le sioniste allemand, le sionisme est un cadeau de l'Europe fait aux Juifs. La société sioniste est très largement une société occidentalisée selon des schémas occidentaux, dans laquelle le temps et la durée n'ont pas du tout la même fonction. Le temps est investi d'une mission de changement où on est animé par une idéologie du progrès qui estime que nous allons toujours vers une amélioration de l'humanité, alors que sauf que dans mais l'Occident, il a pris ça chez les Juifs aussi, finalement. Si vous le voulez. Alors que dans la temporalité musulmane, il n'y a pas d'amélioration à attendre. Le destin fait que nous sommes inscrits pour une évolution qui ne va pas bouger, puisque finalement... Exactement. Bon, ça c'est donc la toile de fond générale, on le voit, c'est bien décrit, ça permet de replacer les choses à leur vraie place. Ensuite, il y a le déroulement
Bon, il y a évidemment des étapes. Votre livre comporte une dizaine de chapitres, évidemment en chronologique. Il y a les 2 guerres mondiales qui vont jouer le rôle d'accélérateur de tout ce conflit dont on parle. Mais moi, je suis frappé en lisant ce livre par une certaine continuité. C'est-à-dire déjà la constante qu'à aucun moment, depuis donc le milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 1950 en tout cas, il y a eu de possibilités qu'il y ait une coexistence pacifique finalement entre ces 2 sociétés. Oui. Ce conflit a toujours été vivace. Oui, il y a eu des tentatives, mais le fond de l'affaire, si vous voulez, à partir de 1870-1880, parce qu'il y a des incidents dès les années 70, quand l'Alliance achète le domaine de Mikvé Israël, au sud de la Tel Aviv actuelle, il y a déjà des incidents, mais ce ne sont pas des incidents de nature encore nationale. Les incidents de nature nationale viendront au début du XXe siècle. Mais à partir déjà de la fin du XIXe, vous avez une tension permanente entre les communautés qui fait qu'on est toujours entre 2 périodes de violence. Et cet intervalle, ce sont toujours des intervalles qu'on peut qualifier de pause, mais il n'y a pas de véritable accalmie durable sur le temps. En réalité, on a affaire à un refus arabe, dont on peut comprendre les raisons sur le fond et on peut les analyser bien sûr, qui est constant pratiquement entre 1880 et 1890 et jusqu'à 1950, là où j'arrête mon sujet. Alors sur ces 80 ans, quand même, est-ce qu'on peut faire des ruptures, des étapes? Oui, alors d'abord il y a des tentatives, malgré tout, de dialogue. Des tentatives qui ont toutes avorté et des tentatives qui ont été la plupart du temps à l'initiative des Juifs, mais toujours à une minorité de Juifs, souvent des intellectuels d'origine allemande. Je pense à Gershom Scholem, à Buber, qui vivait longtemps en Allemagne encore, et à beaucoup d'autres de l'Université hébraïque de Jérusalem. Ces tentatives aboutissent par exemple à la création de l'association Brit Shalom, en 1925, qui préconise, dans la mesure où l'affrontement est un affrontement sanglant dont on ne voit pas l'issue, qui préconise un État binational. Et finalement, l'association va se dissoudre en 1933 parce qu'elle n'aura pas d'interlocuteur arabe en face. Il y aura une tentative qui est beaucoup plus intéressante, c'est la tentative de cantonalisation à la mode suisse, c'est-à-dire de créer des cantons à majorité arabe ou à majorité juive sous la houlette d'un État fédéral qui les coifferait. Et finalement, ça n'a jamais abouti parce que ça n'a jamais emporté l'adhésion ni de la majorité arabe ni de la majorité juive, et entre autres du côté juif parce qu'on ne voulait pas renoncer à l'idée d'une souveraineté nationale étatique. Parce que dans cette fédération, les juifs seraient restés minoritaires, il n'y aurait toujours pas eu de véritable indépendance. Bon. Et sur la nature du conflit, est-ce qu'elle a évolué aussi Alors oui, la nature du conflit a évolué, puis vous me demandez également, est-ce qu'il y a eu des grandes scansions, des grandes périodes? La nature du conflit a évolué, oui, avec dans la période qui m'intéresse, 1950, il y a une rupture majeure, ce sont les années 20. Les années 20, ce sont les années où le mouvement national palestinien se structure véritablement, où le mot Palestine est employé cette fois, et on a abandonné le mot Syrie, tout simplement parce que ces nationalistes palestiniens, qui se voulaient des nationalistes syriens, ne peuvent plus revendiquer le mot Syrie, parce que la Syrie a été arbitrairement détachée par les accords Sykes-Picot de la Palestine, et qu'en Syrie, nous avons un mandat français, et d'où le roi, l'émir Faisal, qui avait pris le pouvoir à Damas, a été chassé par les Français en 1920. Donc les Palestiniens se retrouvent désormais orphelins de la Syrie, ils sont bien obligés de se replier sur ce petit territoire qu'on appelle la Palestine, et ils se dénomment désormais palestiniens à partir de 1921. Ça ne veut pas dire que le mot Palestine n'était pas employé avant. Il était employé déjà avant la guerre de 14, il y a même un journal arabe qui s'appelle Philastine, mais c'était encore marginal. La plupart des nationalistes se dénommaient nationalistes syriens. À partir des années 20, ça change. Mais le vrai changement, il n'est pas là. Le vrai changement, c'est l'islamisation du combat. C'est-à-dire que celui que les Anglais nomment au poste de Moufti de Jérusalem en 1921, par des calculs politiciens très cyniques, dans la mesure où Amin al-Husseini, c'est le jeune impétrant, il a à peine 26 ans, il n'a pas les diplômes théologiques coraniques qui correspondent, et il n'arrive qu'en 4e position aux élections internes. Mais les Anglais, bravant le vote et outrepassant totalement la possibilité de nommer Amin al-Husseini à ce poste, décident que ce sera lui, le Moufti de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin du soutien de la famille Husseini. J'ai dit tout à l'heure, c'est une société clanique qui fonctionne sur la domination de quelques grandes familles. Il y a 6 grandes familles palestiniennes, dont les Husseini, dont le fief est essentiellement la région de Jérusalem. Et les Husseini sont peut-être la plus puissante des familles palestiniennes. Les Anglais se disent de façon très, très, très simple, sinon simpliste, qu'avec les Husseini, on maintiendra l'ordre. Donc ils nomment le Moufti. Mais ils ont affaire à un personnage remarquablement pragmatique et remarquablement intelligent qui comprend que on ne mobilisera pas la masse rurale palestinienne, car
90% des Palestiniens sont des ruraux, et une majorité de ces ruraux sont des paysans, des fellahs, bon, dont pour beaucoup, disons l'immense majorité, sont analphabètes. On ne les mobilisera pas autour d'une notion occidentale qu'est la nation, qui ne veut rien dire, on les mobilisera autour de l'islam, de la Oumma. Et donc, il va islamiser le combat, et il va y réussir. À partir de quoi? À partir de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il va cristalliser le combat sur Jérusalem, et en particulier à Jérusalem, sur le mur, le Kotel, ce que les Occidentaux appellent le mur des lamentations, c'est-à-dire que le mur qui jouxte, le mur d'enceinte, on sait que ça n'est pas le mur du temple, c'était l'un des murs, ce qui reste du mur d'enceinte du temple, qui jouxte l'esplanade des mosquées, qui est pour les Juifs le mont du temple. Or là, il y a pour les Juifs une autorisation de prier, depuis des décennies, mais avec interdiction de modifier le statu quo. Et cette autorisation de prier se situe sur un périmètre très étroit, il y a 4 mètres de profondeur, et c'est un lieu de passage des ânes, des chevaux, des voyageurs, des commerçants arabes, etc. Donc c'est un lieu très bruyant, un lieu souillé, un lieu envahi d'immondices, et c'est seulement dans ce petit périmètre-là qu'ils peuvent prier, avec interdiction de modifier le statu quo, c'est-à-dire, par exemple, d'installer un rideau séparant les hommes des femmes. Et le Moufti va scruter les Juifs dans les années 25, 26, 27, 28 pour voir s'ils modifient en quoi que ce soit le statu quo. Par exemple, ils accrochent un rideau, ils placent 2 ou 3 tabourets pour les personnes âgées. Il va immédiatement prévenir les autorités mandataires que les Juifs sont en train de modifier le statu quo. Pourquoi? Parce que c'est, dit-il, le premier pas, vers la reconquête de l'esplanade des mosquées pour y édifier ce qu'ils appellent, eux, les Juifs, le 3e temple. Et bien sûr, on est dans l'actualité. Et bien sûr, il va mobiliser les fidèles, les croyants, autour de cette conviction. Et avec les prêches enflammées qu'on peut imaginer, ça va donner les pires résultats en matière de violence pogromiste. C'est août 1929, Jérusalem. Mais ce combat-là, je pense qu'il l'a réussi autour de Jérusalem, autour ce qu'on appelle les lieux saints. Il a islamisé le combat, ce qui va donner au conflit une toute autre nature et d'autant plus paradoxale que le mouvement sioniste, on a tendance à l'oublier parce qu'aujourd'hui nous sommes absorbés par l'actualité, le mouvement sioniste des origines, et c'est vrai jusqu'en 1948, et en particulier sur le terrain même en Palestine, c'est un mouvement qui est profondément sécularisé. C'est un mouvement qui est profondément, je ne dirais pas laïque, ça ne veut rien dire laïque, mais plutôt profane. C'est un mouvement qui a été mis en place et qui a été porté depuis l'origine par des hommes et des femmes qui sont pénétrés de la culture biblique, pénétrés de Torah et même pour un grand nombre d'entre eux de Talmud, ils ont continué souvent leurs études en yeshiva, mais qui ont totalement rompu avec la pratique juive, avec les mitzvot, avec le respect de la cacheroute, du Shabbat, etc. Donc c'est un judaïsme qui est profondément national et non pas liturgique. Et cette société donc sécularisée qui est la société juive va affronter une société qui est profondément religieuse, islamiste et profondément religieuse, qui est la société musulmane. Ça, c'est un affrontement culturel gravissime, avec à la clé un élément qui est rarement pris en compte et qui me semble, moi, fondamental. Je ne suis pas le seul à le penser, Nathan Weinstock le pense aussi, mais beaucoup d'historiens passent à côté de cet élément. C'est que, en affrontant les Juifs, la population arabe palestinienne musulmane en majorité affronte le dhimmi, c'est-à-dire un sujet qui est protégé, mais inférieur. Et en tant que sujet inférieur, il n'a pas à se rebeller contre sa condition, il n'a pas à prétendre à l'autonomie, ni même encore moins à l'indépendance, a fortiori sur une terre considérée comme musulmane de toute éternité. Donc il y a une dimension culturelle de rébellion contre la révolte du dhimmi que constitue le sionisme, qui fait que l'idée d'une autonomie juive ou d'une indépendance juive, et a fortiori d'un État juif, est une aberration pour une conscience musulmane des années 30. Voilà. Et peut-être quelque chose résonne encore aujourd'hui, que ce soit sur cette question sur le fond, du mont du Temple, et de l'instrumentalisation, entre guillemets, de cette situation-là, et du fameux statu quo dont on reparle. Vous avez raison, sur le mont du Temple, aujourd'hui, encore une fois, on voit que la cristallisation du conflit se fait, mais il y a, au-delà de la querelle actuelle, il y a, je le crains, cette dimension culturelle qui n'a pas été liquidée, à savoir qu'on ne peut pas accepter dans une conscience musulmane aujourd'hui l'idée d'une indépendance juive et a fortiori sur cette terre. Et ça, c'est un obstacle culturel infiniment plus important que Jérusalem, les colonies, les réfugiés, la Nakba, etc. Alors, voilà donc pour le contexte. On peut dire un mot peut-être encore dans toute cette histoire de l'attitude des puissances occidentales, de l'Angleterre notamment,
et aussi les autres pays arabes. Finalement, on voit que, bon, si on regarde les pays occidentaux, à commencer donc par l'Angleterre, puisque la déclaration Balfour, évidemment, a été centrale dans toute cette histoire aussi, elle a quand même beaucoup fluctué au gré des intérêts des puissances. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu un soutien si net que ça et continu. Non, il n'y a pas eu un véritable soutien du monde occidental. On le croit souvent après 1945, en se persuadant que le monde occidental, pénétré par une culpabilité intense liée à la Shoah, aurait aidé à la création de l'État d'Israël. Ça, c'est un vœu pieux, c'est un récit, disons que c'est un récit angélique, qui rassure énormément parce qu'il lave de la culpabilité le monde occidental. Mais c'est un récit qui historiquement ne tient pas du tout la route. L'Angleterre cherche à prendre pied au Moyen-Orient sur les débris et les dépouilles de l'Empire turc, dont elle pressent, à partir de 1915-1916, qu'il va s'effondrer. Les Anglais ont exactement la même intuition. L'armée ottomane ne tient pas le choc. Bon, d'où les accords secrets Sykes-Picot de 1916. L'Angleterre s'arroge la Palestine, ou en tous les cas ce carrefour stratégique-là, et aussi l'Irak, avec des visées sur le pétrole, car c'est depuis 1908 qu'on a découvert du pétrole dans ce Moyen-Orient. Bon. Les Français, vous connaissez la suite, les Français vont s'arroger la Syrie et le Liban. Bon. Les Anglais veulent prendre pied en Palestine. Pourquoi ? Parce que c'est un carrefour stratégique sur la route des Indes, d'une part, leur principale possession coloniale, et vis-à-vis du canal de Suez, dont ils veulent assurer la profondeur stratégique en matière de défense. Le canal de Suez, les Anglais le contrôlent depuis 1882, depuis le moment où ils prennent pied en Égypte. La Palestine, c'est l'arrière-pays qui leur permettra d'avoir une vraie profondeur stratégique. Voilà les deux raisons pour lesquelles ils veulent prendre pied en Palestine. Donc ils vont instrumentaliser le sionisme. Ils vont se servir de la volonté d'édifier un foyer national juif en Palestine de la part des sionistes pour prendre pied en Palestine, d'où la déclaration Balfour. Avec cette idée naïve, qui est un pur produit de l'antisémitisme occidental, que les juifs ont un immense pouvoir de décision, et que donc ils se convainquent, nous sommes dans l'année 1917, au moment où la Russie fait défection, la Russie, dans le camp allié, fait défection, avec cette idée naïve selon laquelle la communauté juive de Russie, si on se prononce en faveur du sionisme, alors qu'on sait que c'est de là que viennent les gros bataillons du sionisme Eretz israélien, la communauté juive de Russie, si elle est en présence d'une déclaration philo-sioniste, pourra influer sur le gouvernement russe pour rester dans la guerre, dans le conflit, du côté des Alliés. Bon, ça n'a pas marché, finalement. Pas vraiment, non. Alors, ça, c'est du côté occidental, effectivement, cet intérêt des Anglais, au départ de surfer, si on peut dire, sur le sionisme, et en même temps, parfois aussi de ménager les musulmans, enfin la population palestinienne. Absolument, bien sûr. Et donc de fermer le robinet, notamment de l'immigration. De l'immigration, etc. C'est en fonction de la situation pour garder cet équilibre. Vous avez raison. Ça, c'est pour le côté occidental, mais si on regarde aussi du côté du monde arabe, des pays arabes, là aussi, le soutien, c'est assez fluctuant, c'est pas si net que ça. Alors, j'ajouterai une chose concernant le monde occidental, c'est très important, c'est le soutien des États-Unis. C'est-à-dire que dans la doxa aujourd'hui, pour l'opinion courante, les États-Unis sont les alliés indéfectibles d'Israël, alors qu'ils sont aujourd'hui des alliés, c'est une évidence, mais on pense qu'ils l'ont toujours été. Or, c'est faux. Entre 1945 et 1948, les Américains ne font rien pour aider à la création de l'État d'Israël. Au contraire, ils freinent des quatre fers pour empêcher la création de cet État, et le général Marshall, qui dirige le département d'État, donc les affaires étrangères aux États-Unis, fait tout pour convaincre Truman, celui qui succède à Roosevelt, de ne pas se prononcer en faveur de l'État juif. Ils ont leur raison pour cela. Il ne faut pas ici imputer l'antisémitisme, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les intérêts pétroliers notamment. Très largement des intérêts pétroliers, les intérêts d'alliance au Moyen-Orient, avec aussi cette idée déjà au moment où la guerre froide est en train de se profiler, que si l'on se prononce en faveur d'un État juif, on se mettra à dos le monde arabe, ce qui ne pourra que favoriser l'Union soviétique qui pénétrera en Méditerranée dans les mers chaudes. Donc les Américains ont une stratégie très claire. C'est bien plus tard qu'ils vont se prononcer en faveur de l'État d'Israël, même s'ils reconnaissent l'État tout de suite et s'ils votent oui à l'ONU en 1947, mais malgré tout, entre 47 et 48, ils font en sorte que l'État d'Israël ne prononce pas sa déclaration d'indépendance. Venons-en aux pays arabes. Le soutien des pays arabes, ça fait partie également des grandes mythologies. En réalité, hélas, pour eux, les Palestiniens n'ont pas été soutenus. Ils ont même été profondément trahis. Et trahis par qui ? D'abord par l'émirat de Transjordanie. En fait, l'émir de Transjordanie, c'est-à-dire cette principauté créée artificiellement par les Anglais en 1922 en séparant
tout l'est de la Palestine occidentale, de part et d'autre du Jourdain, alors que la Palestine, historiquement, c'est les deux côtés du Jourdain, si on s'en réfère à la Bible. Et dans les 12 tribus d'Israël, 3 des 12 tribus sont du côté est du Jourdain. Bon, donc la Palestine, historiquement, c'est les deux côtés. Les Anglais séparent la Palestine de la Transjordanie pour offrir une sorte de lot de consolation à l'émir Abdallah, qui est un fils du shérif Hussein de la Mecque. Tout ça nous renvoie aux origines de la révolte arabe. Et également, en pensant naïvement qu'en offrant 4/5 de la Palestine, parce que ça représente 4/5, à une sorte de royaume arabe, tel qu'il l'avait promis en 1915-1916 aux Anglais, eh bien, on aura liquidé le problème palestinien. En réalité, la Palestine peuplée, c'est l'Ouest, c'est-à-dire ce qui va de la mer au Jourdain. Et les Palestiniens, les Arabes palestiniens, ne s'estiment absolument pas satisfaits par cette solution-là. Alors, le résultat, c'est qu'on va avoir un émirat de Transjordanie qui est un État artificiel, qui va constamment lorgner sur les territoires arabes de la Palestine, et lorsque on envisagera à l'ONU, à la suite des Anglais d'ailleurs, de partager le pays en deux parce qu'on n'arrive pas à trouver d'autre solution que le partage, en réalité, l'émir Abdallah de Transjordanie n'envisage absolument pas une Palestine indépendante, il envisage de mettre la main sur les territoires de la Palestine arabe, et c'est ce qu'il fera en 47-48, en s'entendant d'ailleurs avec les Israéliens, mais même sans les Israéliens, c'est bien son but de guerre, c'est de s'emparer de tous les territoires que l'ONU avait alloués à l'État arabe de Palestine. Ça, c'est une trahison majeure. Là aussi, on ne comprend pas bien pourquoi l'émir Abdallah a été assassiné 2 ans plus tard. Et par qui? Par un Palestinien. Les Palestiniens ont le sentiment profond, et ce n'est pas qu'un sentiment, d'avoir été trahis. Mais ils ont été trahis également par les autres, entre autres par les Égyptiens, qui n'avaient nullement l'intention d'accepter une Palestine indépendante et qui ont mis immédiatement la main sur Gaza, mais qui avaient l'intention de mettre la main sur le Negev si les Israéliens n'avaient pas remporté la victoire militaire. Alors voilà, Georges Bensoussan, la toile de fond de ce conflit, comment le monde y réagit selon ses intérêts, on va dire, pour parler rapidement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans la logique de cette histoire qui se poursuit finalement, en dépit du fait qu'il y a l'État, que ça a changé évidemment la situation. Aujourd'hui, le conflit est davantage revenu à sa source, c'est-à-dire c'est un conflit israélo-palestinien. À l'origine, c'était cela. Entre ces deux peuples-là, 2 aspirations nationales, tout autant légitimes l'une que l'autre, pour une même terre très étroite. Il ne faut jamais perdre la notion des distances. Entre la mer et le Jourdain, il y a 70 à 80 kilomètres. C'est l'île de France, pas plus. Bon. Et 10 millions d'habitants qui se pressent sur ce petit territoire-là. Le conflit est en train de redevenir israélo-palestinien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dimension israélo-arabe et même israélo-musulmane. Hélas, c'est beaucoup plus grave. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, on en revient à une forme de continuation de la guerre de 1948, que cette guerre de 48 n'est toujours pas terminée sur le fond. Et c'est pour cela que comprendre les origines du conflit, c'est comprendre ce pourquoi ce conflit s'éternise, il y a quand même 140 ans que ça dure, et ce pourquoi on ne trouve pas les moyens d'en sortir. Et même pas une perspective aujourd'hui très peu, très faible. Ce qui se dégage aussi sur le temps long, comme ça, c'est que Israël, par définition, a toujours été menacé existentiellement. Enfin, cette implantation, puis ensuite, même quand l'État s'est constitué, et aujourd'hui encore, malgré le fait qu'Israël se soit incontestablement, considérablement renforcé au niveau de sa puissance au sens large, il y a toujours une menace existentielle qui pèse sur Israël. Notamment, cette année, en tout cas, on a l'impression que la menace iranienne reste très forte, par exemple. Oui, vous avez raison. Sur le plan géostratégique, à grande échelle, la menace iranienne, c'est une menace existentielle. Mais même sur le plan beaucoup plus local, je dirais macro-géographique, la menace existe aussi parce qu'Israël, grande puissance, start-up nation, vous connaissez toutes ces images concernant Israël, je dirais qu'Israël, c'est le colosse au pied d'argile. C'est une impression de puissance, alors qu'en réalité, c'est une puissance très fragile. Certes, une armée parmi les meilleures du monde, une technologie parmi les plus brillantes, tout ça, c'est parfaitement vrai, mais sur le plan démographique et sur le plan de l'occupation du sol et du territoire, ce qui fait vraiment l'emprise d'une nation, vous connaissez la phrase de Bonaparte, la politique d'un État est dans sa géographie. Sur le plan géographique, Israël n'a pas forcément gagné la guerre. Et pourtant, avec une natalité forte et avec oui, mais encore une fois, regardez la carte, c'est l'emprise sur le territoire qui compte. Voilà, et pour comprendre notre situation aujourd'hui, il faut lire absolument ce livre de Georges Bensoussan, Les origines du conflit israélo-arabe 1870-1850. Alors c'est un que sais-je, donc 120 pages, mais il va y avoir, vous nous promettez, Georges Bensoussan, disons dans 2 ans, un livre
plus vaste sur ce même sujet, avec évidemment beaucoup plus d'autres éléments historiques développés aux éditions Vendémiaire. Donc on se retrouvera forcément dans 2 ans, mais j'espère évidemment bien avant pour parler de cette actualité. Je l'espère aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous pour votre attention.